Attention, vous écoutez un programme audioactif. Green flag waves. Good start from Maverick Vinales. He's got that fight absolutely flying. Marquez did not get away well. Oh, he's gone. He's gone. We lost sight of Marquez. Oh my goodness me. Drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quartararo wins his first ever Grand Prix. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 82 de C'est qui en pôle, c'est Cyril, et ce soir pour m'accompagner, Steph. Comment ça va, Steph ? Eh bien, pas si pire, ça va bien. Pas si pire ? Mais non, je dis ça à cause du week-end un peu soporifique qu'on a eu, mais on va en reparler. Ouais, mais moi je t'imaginais toute la semaine dernière à bosser comme un ouf pour trouver un antidote pour Valentino. Ah oui. Mais voilà, j'ai vu que t'avais pas trouvé en fait. Bah, j'ai testé diverses substances, mais non, enfin j'ai testé sur moi, hein, je me serais pas permis de les filer au docteur. T'as pas testé sur des animaux ? Pas typiquement, le whisky ça marche moyen. Donc non, plus sérieusement, non, Rossi, c'est une catastrophe. Hein, bon, on peut penser qu'il sera pas champion. Je commence à m'y faire là, tu vois. Tu commences à t'y faire. Ouais. J'arrive à le prononcer sans baver et me mettre par terre. Voilà, mais si tu veux, quand on est fan, on est con. Un peu. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Pour le petit jeu, donc c'est Erwan qui a gagné les goodies. Je vais lui envoyer ça dans la semaine, donc pour ce Grand Prix. Et restez à l'écoute parce que comme tous les ans, on va faire un jeu un petit peu plus important, donc pour le trio de tête du championnat à la fin de saison, avec des lots offerts par la bécannerie aussi. Tu vas nous parler un petit peu d'un numéro 82, le Mika Kallio ? Oui, Mika Kallio, c'est un Finlandais qui est né en 1982. Donc j'en déduis que son numéro, peut-être, c'est son année de naissance. Je n'ai pas l'info. C'est bien possible. On peut le penser. Hein. Donc ça lui fait 37 ans au papy, quand même. Et... S'il te plaît. Non mais bien sûr, mais à part aussi, ils sont tous plus jeunes. De toute façon, là, pour l'instant, ils tournent plus. Début en Grand Prix en 2001, ça ne rajeunit pas. En 2005, il fait une belle saison en 125 avec 4 victoires. Parce que ça s'appelait encore 125 à l'époque, faut le rappeler. Ça fumait bleu. Oui. Et il joue le titre face à Tom Luthi. Alors il y a petite déconvenue parce que son coéquipier de l'époque, un certain que je sais pas du tout qui c'est, excusez-moi, Gabor Talmassi, le bat au Qatar et ça le prive de 5 points qui étaient cruciaux lors du décompte final. Ça a dû un petit peu tousser dans les vestiaires. Il a dû y avoir 2-3 coups de botte, quoi. Ouais, je pense, ouais. Et la saison suivante, c'est la même. Enfin, en tout cas, il s'est pas fait niquer par son coéquipier, mais il finit deuxième. Cette fois-ci, c'est pas Tom Luthi qui le devance, c'est Alvaro Bautista. 2007, le verra monter en 250 et ça fumait bleu probablement, hein. Un petit peu quand même, et il fait une première saison sympa et surtout il confirme l'année suivante en terminant 3e. En 2009 c'est la consécration, MotoGP chez Pramac qui avait une Ducati déjà. Ils ont toujours eu des Ducati depuis 2009 ou ça a changé chez Pramac? Je saurais pas te dire. En tout cas, 2009, Ducati. Elle était verte à l'époque. Pramac et surtout, je sais qu'elle était aux fraises. C'est pas le Pramac de maintenant, en fait, de mémoire. Hein. Donc, il y reste 2 ans. Au Grand Prix d'Australie 2010, il se blesse et doit céder sa place à Carlos Checa. Ensuite, notre ami finlandais se retrouvera, je vais pas dire rétrogradé, mais en tout cas, il repasse en Moto 2 parce qu'il quitte la 250 et il revient en Moto 2. Entre-temps, ça avait changé avec les moteurs Honda à l'époque. Et c'était dans l'écurie belge Marc VDS. Fin 2015, il part faire le pilote essayeur chez KTM, qui prévoyait et qu'il a fait son entrée en MotoGP en 2017. Et en septembre 2019, il est promu pilote titulaire. Je rigole parce que c'était en remplacement de Johan Zarco. Non mais tu te souviens de la gueule qu'il faisait surtout le Jojo. Ah ouais. C'était hardcore. Et je te dis pas qu'il a eu tort, hein. Je te dis juste que maintenant il doit avoir le seum. Je te dis qu'il a eu raison. Donc c'était la cata, il se barre plus ou moins à l'amiable.
et Kallio le remplace, c'est notre ami Johan. Et après, il retournera. Je sais pas si aujourd'hui il est encore pilote d'essai, il ne me semble pas. Non, c'est Pedrosa. Ouais. Non, mais il y a que lui en fait. Il y a pas plusieurs pilotes d'essai, donc voilà. C'est vrai que Pedrosa, c'est pas de la merde. C'est encore un avis d'expert. C'est pas le même gabarit surtout. Ouais, c'est pas le même gabarit. Mais je peux pas m'empêcher de penser. Là, je suis vraiment un gros pilier de comptoir que le fait que la KTM soit exploitable est dû à notre ami Dany, en partie. Je m'avance pas beaucoup si je dis en partie. Mais... Alors, si Kallio avait été aussi bon metteur au point que Pedrosa, je pense qu'elle aurait été compétitive plus tôt. Ouais. Encore une fois, ce sont des avis de chasseurs du bouchonnois de ma part. Hein. Voilà pour l'ami Mika Kallio, 82 de son numéro et 82 de sa naissance. On va passer aux news. Donc pour ce week-end, il y a eu quelques annonces, notamment en Moto3. C'était surtout des maintiens ou des prolongations, puisque Kaito Toba, là pour le coup, change de crèmerie puisqu'il va rejoindre le CIP l'année prochaine. Et par contre, Rodrigo est maintenu chez Gresini, McPhee 1 an de plus chez Petronas, ce qui fait une petite liaison avec le Moto2, puisque Dixon va rester lui aussi 1 an de plus chez Petronas. Et on en avait déjà parlé, je crois, à l'épisode précédent. Cameron Bobier, donc qui est plusieurs fois champion AMA en Superbike, va arriver en Moto2 l'année prochaine, donc changement de cylindrée. Il arrive sur un championnat mondial, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner pour lui. Ça va amener un petit peu de nouveauté quand même. Mais s'il a bourlingué en SPK, c'est pas un perdreau en termes d'âge. Il est placé comment sur, je sais pas. Je pose peut-être une question piège parce que je me disais, il est peut-être, c'est pas vieux, hein, mais ouais, il a fait du AMA. Il a fait une année en 125 en 2009 chez KTM. D'ailleurs, il a pas trop bien marché, beaucoup de chutes. Ouais, ça sera intéressant. AMA, ouais. Ce sera intéressant de le voir comment il s'en sort. De toute façon, il n'y a rien qui est comparable entre une Superbike AMA et une Moto2. Donc, ouais, ça va être une grosse découverte. Hein. C'est un pilote qui est habituellement sur Yamaha en AMA. Donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Après, maintenant, il y a un petit peu d'électronique quand même dans les Moto2. Donc il va pas être non plus complètement puis ça nous fera dépaysé. Un truc à regarder pendant les courses de Moto2. Il y a eu une petite news quand même en MotoGP, je te la laisse. Le gars sûr Nakagami chez LCR. Enfin, le gars sûr, on en reparlera. Mais pour plusieurs années, 3 petits points, oui. Si on nous dit que c'est plusieurs années, il y a des grands clercs qui commencent à s'imaginer que c'est au moins 2. Ouh là là. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je sais pas, à mon avis, il dit ça parce qu'ils ont des options, genre si ça va bien, on te prend la 3e année. En gros, ouais. Ou alors, j'en sais rien, mais c'était spécifié multiple year, donc plus flou, tu meurs. Bon, écoute, c'est déjà ça. Ouais, et puis par contre, on va parler aussi, toujours chez Honda, de Marc Marquez, donc qui risque de ne pas revenir avant la saison 2021. Donc ça, on va voir si ça se confirme ou pas. Après, moi, je pense que ça serait quand même bien qu'il revienne faire un week-end pour montrer déjà que pour se prouver qu'il a la capacité de tenir un week-end, même s'il n'est pas compétitif à 100%. Ça peut déjà après de toute façon c'est lui et les médecins qui vont décider. Ouais. Connaissant l'animal, je pense que s'il pouvait revenir pour faire un week-end, il le ferait, mais il a peut-être été échaudé par le fait de s'être blessé avec sa fenêtre. Sacrée fenêtre avec des guidons bracelets, quoi. Mais oui, mais a priori, oui, si c'est vrai que sa blessure s'est empirée et que la deuxième opération était plus compliquée que la première, on peut comprendre qu'il n'a pas envie de se niquer sur une nouvelle chute. Là, le retour, ce serait uniquement pour reprendre un petit peu de rythme, voir un petit peu où en est l'endurance et s'il est capable de tenir un week-end. Donc on verra bien si. Mais ce serait sympa de le voir à Portimao. Oui, en plus, c'est un circuit inédit, et donc. Ouais. Quand bien même il performerait pas, ce serait pas grave.
Ouais, exactement, quoi. Mais ça serait juste, histoire de dire, il aura été là un week-end, il aura fait ce qu'il peut, et puis après, de toute façon, moi, ça va dépendre de la santé. Voilà, c'est à l'évocation de ce que tu as dit là. Je m'imagine peut-être, mais c'est une supposition gratuite, qu'il voudrait même pas pouvoir faire autre chose que podium. Donc en gros, si c'est pas faire podium parce qu'il est pas bien, tu vois ce que je veux dire, il y a le côté si c'est pour finir 6, il va pas, quoi. Parce que est-ce qu'il pourrait s'empêcher, tu vois, d'essayer, s'il est 6e, de faire des travers de port comme quand il s'est foutu en l'air. Après, il faudra bien de toute façon reprendre contact avec. C'est clair, oui. Avec la moto, moto et voir les temps autour, parce que ça, il pourra pas juger ailleurs que sur un Grand Prix, sur un week-end de Grand Prix ou sur des essais. C'est pour ça que je me disais peut-être qu'il se fait une raison et qu'il attend ses pentes, même si c'est ultra loin. C'est possible. Pour un Marc Marquez encore plus. Ouais. Parce que même si c'est une légende, tu sais, ils disent tous il a fallu qu'on lui cache ses clés ou qu'on enlève les roues pour qu'il tourne pas. Donc là, t'inquiète pas, il les a trouvés. Ouais, mais ma foi, écoute, on verra bien, mais pour autant le championnat est assez intéressant comme ça. Ouais, carrément. On va parler du Moto 3 pour ce Grand Prix de Teruel, 12e week-end de course qui s'est couru donc sur le Motorland d'Aragon, donc qui commence par un rappel à l'ordre. Je vais commencer par un rappel à l'ordre de la direction de course, donc à l'attention des teams et des pilotes, et notamment un rappel pour des sanctions qui seront plus sévères. Ça commence par notamment Lopez et Balthus qui devront faire un long lap donc pendant la course. Alors ils ont rappelé donc dans le communiqué qu'il y avait quand même 28 pilotes qui avaient été sanctionnés depuis le début de la saison, donc c'était plus acceptable. Donc maintenant les sanctions, elles seront directement faites en course, donc long lap, double long lap, ride through, départ des stands plus long lap, etc. Donc ils après, ont gradué, on enlève une roue. Après on t'enlève le plein, voilà, c'est ça, on t'enlève la chaîne. Mais le truc, c'est que on parle bien là des atermoiements du vas-y je te suis, etc. C'est toujours la même blague, hein. C'est ça, c'est toujours la même blague depuis maintenant un petit paquet de saisons. Ça aurait pu être conduite dangereuse, coup de pied, c'est toujours de la conduite irresponsable, attraper le frein de son collègue en pleine ligne droite ou des trucs comme ça. Non là ouais, c'est vraiment le jeu du qui perd à la qualif, quoi. Le jeu de l'aspi. Voilà. Ouais. On va passer donc en Q1, c'est Salah, Schnepa, Toba et Rodrigo qui vont passer en Q2. Et donc sur la grille, on a Fernandez en pôle devant Arbolino et Vietti, Rodrigo 4, Arenas 5, Sasaki 6, Mazia 7, Toba 8 et Suzuki 9. En course, on a Arbolino, Arenas, Vietti et Fernandez qui partent bien, et comme d'hab, donc le peloton va rester très compact avec Rodrigo et Sasaki qui viennent prendre également les commandes à intervalles réguliers. On va avoir après 5 tours Binder qui va revenir encore, il est parti 15e et il va recoller à la tête. Arenas, c'est celui qui va mener donc le plus souvent la meute, mais comme d'hab, c'est un peloton très compact et les positions vont s'échanger quand même très souvent. Alors concrètement, ça donne 23-24 pilotes en 3 secondes et demie, donc c'est toujours impressionnant, si resserré alors qu'on est aux 3/4 de la course. Et à 5 tours de l'arrivée, on a Mazia qui se montre en tête de groupe et qui va accélérer donc le rythme, et ça se disperse un petit peu derrière, mais Arbolino, Migno, Foggia et Rodrigo sont piégés un petit peu dans le paquet du fond, et ça va être un petit peu compliqué pour eux d'aller jouer la gagne. Mais devant, on a toujours Arenas, Mazia, McPhee, Binder, ainsi que Toba, donc qui se montre incisif, et Mazia va prendre les commandes à l'entame du dernier tour. Arenas va essayer de riposter, mais Suzuki et Garcia vont eux chuter donc dans le dernier tour, et dans le dernier virage il va y avoir un petit peu je dirais pas de l'embrouille, mais ça va vraiment sortir large, et donc malheureusement c'est Arenas qui va finir 4e. Mais donc c'est Mazia qui va s'imposer devant Sasaki, donc qui place très bien sa Tech 3 dans les derniers tours, et Toba qui est 3e, donc Arenas comme je l'ai dit 4e, Vietti 5, McPhee 6, Honshu 7, Binder 8 et Ogura
9 au championnat. On a toujours Arenas qui est en tête avec 157 points devant Augura 138, Vietti pas très loin à 137 et Mazia qui se replace bien avec 133 points. Mais bon, ça risque de faire un peu short puisque bon, il a quand même 24 points de retard, il est 4e au général, mais au moins il se replace au global, ce qui est plutôt pas mal. Alors en commentaire sur cette course, donc un dernier tour de folie, ça a été vraiment très chouette. Une course qui a été animée de bout en bout par toujours un petit peu la même troupe devant. Donc Mazia qui avec ce doublé donc se repositionne bien au championnat et surtout une belle course des Tech 3 donc qui font 2e et 7e. Ça faisait longtemps que quand même ils réussissaient sporadiquement à faire de belles choses et là un podium et puis une 7e place, c'est pas mal. Il va falloir confirmer sur la dernière triplette Valence et Portimao, donc c'est plutôt intéressant. Donc là un championnat qui va jouer entre Arenas, Augura et Vietti. Mazia, même s'il est pas très loin, il est quand même 4e, donc faudrait que les 3 de devant se loupent pour qu'il se recale. Ça risque d'être un petit peu chaud, mais Arenas il est toujours dans le bon paquet, donc puis c'est le mieux placé. Donc ça semble pas mal parti quoi. Après on va voir, 19 points c'est pas tant que ça. Une chute et c'est tout perdu. Donc on verra bien ce que ça va donner. On passe au Moto 2. Alors en Moto 2, on a Ben Snyder qui passe en Q2 accompagné de Schroeter, Marini et Manzi et une première ligne composée de Loves, Navarro et Gardner. On a Di Gianantonio, Ramirez et Bastianini en 2e ligne, Dixon, Garzo et Fernandez en 3e ligne. Pour la course, eh bien, pour la course, il s'est pas passé grand-chose. On va Navarro qui va foirer complètement son départ alors qu'il était bien en première ligne, donc juste calé entre Loves et Gardner. Mais il va complètement foirer son départ et la course sera courte pour Lutti et Daniel qui vont chuter au premier virage. Et Loves prend direct 1 seconde et demie d'avance sur Di Gianantonio, suivent Gardner, Dixon et Bastianini. On a Bezecchi qui va chuter dans le 2e tour. On assiste à une démonstration de Loves devant alors que Marini galère derrière, il est 16e et Garzo va chuter. On a Martin donc qui est bien placé à la 5e place et la baston clairement elle est dans ce groupe là avec notamment Gardner, Navarro, Fernandez entre autres et Baldassari va chuter et devant c'est figé entre Loves qui a 6 secondes d'avance sur Di Gianantonio qui lui en a 3 sur Bastianini donc clairement ça va plus bouger pour le podium et Marini peine toujours donc à la 12e place et donc on va avoir Gardner qui va faire 4, Navarro 5, Martin 6, Dixon 7, Fernandez 8 et Ramirez 9. Au classement général, donc Loves, avec sa victoire, prend la tête au championnat avec 178 points, 171 points en 2e position Bastianini et Marini est 3e avec 155 points. Donc avec cette triple victoire, donc Loves a clairement bien profité donc de cette triplette Aragon avec une première course au Mans. Alors là, il a clairement dominé le week-end. Il est quand même sur 5 podiums d'affilée. C'est clairement l'homme en forme. Alors ça a été impressionnant de le voir. Donc qu'est-ce que tu as pensé de voir donc le Britannique en si belle position? On s'est assez moqué de lui pour saluer non seulement sa performance et sa bonne forme du moment. Parce que, et même les commentateurs rappelaient que tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il était plus souvent dans le bac à gravier que sur la piste. Donc raison de plus pour là être impressionné et c'est marrant parce que c'est une révélation qui arrive, je vais pas dire sur le tard, ce serait négatif, mais ça arrive après tellement d'années que tu y crois plus en fait. Normalement, avec tout ce qu'il a vécu, l'animal. Et aussi, ce qui est bien, c'est que les 2 victoires qui précédaient celle-là, il a bénéficié, alors il était solide 2e, il a bénéficié de la chute du premier. Donc, c'était super pour lui, mais ça faisait, moi, j'ai pas tendance à penser que c'est une tanche parce qu'il a besoin que les autres tombent, mais pour ceux qui se seraient dit, il arrive pas à faire premier, si, là, il nous a fait une Lorenzo, quoi. Donc, bon, c'était chiant comme pas possible, parfois ça arrive en Moto 2, mais parfois. Mais comme c'était ce gars-là et que je trouvais qu'il avait
on va dire qu'il avait bien souffert pour le sport. Ça me fait bien plaisir. Après, c'est vrai que c'est con que Marini, qu'on voyait super bien parti en début de saison, se fasse niquer comme ça. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais ça arrive aussi. Il s'est blessé quand même. Oui, il a effectivement. fait une grosse chute, blessure. Donc là, c'est chaud. Mais là, on le voyait galérer en bas de l'écran, quoi. C'est marqué 16, Marini. Après, on le voyait plus. Donc, c'est hard. Et en plus, là, non seulement, il s'est fait détrôner, mais il a 155 points versus 178. On pourrait presque dire que pour lui, surtout vu son état, il est un peu, il est plus dans la course, quoi. Ouais, clairement. Surtout quand tu vois la forme qu'a Sam Loves en ce moment, ça va être compliqué d'aller chercher. S'il était encore sur des résultats un petit peu irréguliers, pourquoi pas. Après, Bastianini, c'est encore jouable. Faudra qu'il revienne un petit peu plus fort. Mais Loves, il a l'air vraiment bien dans ses bottes en ce moment. On n'est pas à l'abri d'une chute non plus, parce que c'est des choses qui arrivent. Et sans se moquer cette fois-ci, mais de toute façon, tout le monde tombe un jour ou l'autre. Parce que l'image sympa, c'était Crutchlow qui était aussi venu le féliciter. Il faisait partie des quelques rares qui avaient le droit d'être, maintenant dans le parc fermé, il y a un gars de chaque team, puis les autres sont 10 mètres derrière. Mais là, Crutchlow s'était frayé un chemin pour aller lui faire un check. Ouais. Après, on verra. Ouais, c'est cool. Après, comme tu l'as dit, c'est là que tu vois toute la difficulté. Là, ce qu'il est en train de prouver, le championnat n'est pas fini, mais ça serait même si même s'il lui arrivait des misères par la suite, là déjà il a montré des trucs qui sont une résilience assez incroyable quand même. Ouais, une capacité à rebondir intéressante, puisque quand même, mine de rien, sur 2018 et 2019, il est 16e au général. Ouais, c'était la cata. Quelqu'un qui redescend du MotoGP et qui rate son atterrissage en Moto2, ça foutait mal. C'est pas le premier et c'est pas facile de repartir. Ah oui, on sait que ça peut arriver, mais ça fait ça fait froid dans le dos que tu descends du MotoGP et que tu tapes des classements de 16e au championnat. Et on est obligé de dire que la course a été une fois de plus terne quand même. C'était quand même très très chiant. Ouais, je pense qu'on est autorisé à le dire. Alors je sais pas à quoi ça tient, mais parce que normalement, tu sais, comme le but de la Moto2, c'était qu'ils aient tous les mêmes bécanes et que ça se fight entre pilotes, mais il y a moins d'animation comme MotoGP et forcément le Moto3 c'est pas du jeu parce que c'est le feu d'artifice tout le temps. Mais tu peux pas comparer avec grand chose le Moto3 quoi. Oui, c'est vrai. C'est vraiment c'est comme si tu comparais la F1 et du karting, non pas à cause de la puissance, mais à cause de la vivacité des trucs, quoi. Par contre, en Moto3, ce qui me surprend toujours, c'est que par rapport au dépassement qu'il y a, ça reste super correct. Il y a des accidents, mais j'ai l'impression que peut-être c'est pas faisable avec des MotoGP eu égard au gabarit. Je pense qu'ils peuvent pas se permettre d'arriver à 4 de front en MotoGP parce qu'il n'y a pas la place pour faire 4 trages. Oui, c'est ça. En MotoGP. Oui, c'est ce qui les aide, c'est que les gabarits et puis les vitesses sont moindres, mais alors ils se font choper en qualif parce que c'est des sales gosses, mais sur la piste, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de méga cartons, tu vois, vu qu'ils sont en peloton tout le temps. Mais ils savent bien rouler en peloton, c'est ça qui est fort. Impressionnant parce que ça demande quand même du sang-froid. Ouais. Et puis de la confiance dans le pote qui est à côté. Oui, quoi. aussi, donc ça. Enfin, le pote qui est pas un pote, mais. Ouais, mais voilà, je pense que même s'ils sont pas potes, ils savent que. Voilà, si toi tu fais une connerie, peut-être qu'un autre en fera une sur toi, donc ça reste. Je pense qu'ils savent ce qu'ils risquent. Tous, oui. Quel que soit le niveau. Mais en Moto 3, c'est un peu n'importe quoi des fois. Comme tu dis, 4 de front, ça passe, quoi. C'est le minimum. Hein. C'est Jobar Team. Et puis un de chaque côté de plus sur les vibreurs. Ouais. Un en travers sur la partie verte. Ouais, il y a eu quand même un petit événement le samedi, puisqu'on a eu une petite explication de texte entre Martin et Bezzecchi. Je crois que c'était en Q1. Ah oui.
Ouais. Il y a eu petite explication avec des beaux sales gestes, on va dire, sur. Ouais. Okay. En fait, c'était assez spécial. Ils étaient tous les deux un petit peu furieux, donc ils ont fait un peu les cons quand même. Mm-hmm. Je trouve, parce que il y avait encore d'autres pilotes sur la piste, quoi. Les mecs étaient pas tout seuls. Ouais. Et à certains moments, clairement, je te passe devant, je te mets un coup de frein. J'ai qu'une main sur le guidon parce qu'avec l'autre je te fais un doigt, donc c'est pas compliqué. Ok. Alors c'était assez, c'était entre Martin et Bezzecchi, donc c'était assez spécial. Ça a été expliqué comme de la frustration, mais il y avait un petit peu plus que de la frustration quand même. Ah oui, ils sont pas fait choper par la patrouille. Alors, il n'y a pas encore eu de sanctions, mais je pense que d'ici Valence, il y aura un petit quelque chose, quoi. Petit conseil de discipline. Ouais, voilà, un petit ça se fait pas. Puis vous ferez des longues lapes ensemble tous les deux. Ouais, vous pouvez pas aller le paddock. On va passer au MotoGP ? Le MotoGP, eh bien, oui, c'est cette discipline avec des gens qui ont des grosses motos. Ils font d'abord des qualifs, ces gens-là, et en Q1, c'est Espargaro qui se hisse le premier en Q2, et c'est Zarco qui choure in extremis la place à Miller et Espargaro. Miller, on l'a vu pour une fois, il faisait le grognon, il achetait ses gants aussi, comme Dovi la semaine dernière. Donc les dindons de la farce, c'est Aleix Espargaro qui a accru aussi avec son Aprilia. Miller, comme on l'a dit, et Binder aussi, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Hein, donc, En Q2, alors Nakagami affole les chronos, parce qu'il finit premier ce con-là. Il avait déjà une belle forme le reste du week-end, mais là, il l'a confirmé en signant la pole devant Morbidelli. Et Rins qui, pour une fois, qui place une Suzuki correctement lors des qualifs, ce qui n'est pas souvent le cas. Par exemple, on a un Mir qui est 12. Ça reste leur talon d'Achille, les qualifs. Ouais. Parce que c'est une bécane qui est ultra complète et saine, et par contre c'est pas un dragster à faire des chronos sur un tour qualif. D'après ce qu'on dit, je ne l'ai pas essayé. Hein. Donc deuxième. On va demander un Guintoli. Ouais. Et Vignales, Zarco et Quartararo, Cocorico, le français sur la deuxième ligne. Ça s'annonce pas mal pour les Frenchies. On va voir ce que ça donnera après. Départ, strike de Binder sur Miller qui a fait une faute, qui s'en excuse tout de suite et le reconnaît après devant les micros, et visiblement il se tape sur l'épaule, même encore plein de poussière, donc ça, no hard feelings, mais c'est clairement Binder qui harponne Miller, et ça il n'y a pas de mystère. Visiblement les deux doivent s'entendre assez bien de base pour éteindre l'incendie devant les micros aussi. Miller il est ultra fair play. Hein. Ouais, parce que là c'était quand même un bon gros choc, mais en même temps voilà, c'est. Oui, mais Miller, il a beau être fair play, je me suis dit putain, il est un peu sanguin l'animal, tu vois. J'étais surpris qu'il soit si zen. Tu crois qu'il va sortir le couteau de Crocodile Dundee? Non, pas ça, mais genre, je sais pas. En tout cas, ouais. Ça fait plaisir de voir que ça peut aussi se terminer autrement que par des qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Genre. Et sur ce même virage, qui est donc le deuxième virage, Morbidelli, qui s'était un petit peu fait prendre dans la nasse, reprend avec panache la position 2, parce que l'opération qu'il fait à base d'Exter, c'était chaud. Hein. Donc il se remet derrière Nakagami. Donc il reprend finalement un peu le setup de la première ligne. Donc on peut pas en parler de all shot en fait à ce niveau-là, parce que la première ligne est conservée. Mais au virage suivant, la première ligne ne sera pas vraiment conservée, parce que Nakagami, qui était large et tentait de repiquer sans rien lâcher, parce que ça reste quand même le départ, hein. Il perd l'avant, mais d'une façon comme si on l'avait shooté dedans, quoi. T'as vu comment il s'éclate piste sale, il est sur l'extérieur, il freine, il commence à freiner, il est déjà un peu sur l'angle, ça pardonne pas. Et là, mais on le voit bien. Tu sais, généralement quand les mecs perdent l'avant, ils glissouillent, tu vois. Mais là, il tape. Il a dû avoir la respiration coupée pendant un moment. Mais en tout cas, là, c'était la fin des espoirs pour Nakagami après son excellente première place. Donc, si on fige les positions à ce moment-là, parce que ça bougera pas beaucoup de vent, mais ça bougera
pas mal derrière. C'est Morbidelli qui mène devant Rins et Zarco, qui a fait une bonne opération finalement, puisqu'il est 3e. Vignales, qui est pas si pire au niveau du départ. Mir, il revient de la position 12 sur la grille quand même, il est 5e. Et Quarta 6, donc c'est mi-figue le départ de Quarta, mais c'est pas pire que sa position sur la grille. Ce dernier n'est pas serein parce qu'il vit un peu une trajectoire inverse de celle de Mir. Il descend lui, et il se retrouve assez vite menacé par Crutchlow. Dovi, alors lui il est aux fraises, 13e, c'est une catastrophe. Marquez, il a du mordant parce que justement il klaxonne déjà derrière Crutchlow à ce moment-là. Il finit par être 8. Et là, c'est là où ça commence à devenir casse-couille parce que, passe-moi l'expression, Morbidelli claque des chronos et Rins aussi en se cramponnant. Donc t'as les deux qui commencent à se détacher et ça bouge pas. Comme Quartararo a un petit coup de mou, on passe notre temps à soit regarder les classements que la Dorna met sur les infographies, à savoir les classements au championnat en temps réel, puisque étant donné la façon dont ça se passe, c'est très serré. Donc dès qu'il y en a un qui perd ou gagne une place, il te reclaque un championnat virtuel. Oui. Mais là, Quartararo, alors le fait qu'il se fasse passer par Alex Marquez, vu la forme dans laquelle est Marquez en ce moment, c'est pas infamant. Mais en gros, ça continue de l'enterrer un peu. Zarco pendant ce temps est toujours 3. On n'est qu'au tour 4, attention. Mais donc Zarco 3, Dovi 13, donc les Ducats ont des fortunes diverses, on va dire. Mais là où ça commence à casser les noix, c'est que Quarta, qui de fil en aiguille s'est retrouvé 7e, il est talonné par Espargaro et on sent que c'est pas bien parti pour lui parce qu'il élargit souvent en fait et il réussit au talent à pas se faire passer, mais c'est pas ça qui est ça. Ça s'excite pour Marquez ensuite parce que il se retrouve 5 devant Vignales, qui lui-même s'était déjà fait niquer par Mir. Donc en fait, Mir a du jus, et Marquez aussi, c'est les deux jeunes fougueux du moment là. On est bien obligé de s'exciter sur ce qui se passe derrière, parce que devant c'est pas ça qu'est ça, je l'ai déjà dit, je radote. Mais Vignales connaît la même trajectoire que Quarta, il sombre, on va dire, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais il descend de façon sûre et certaine, voilà. Et Quarta, on avait espéré qu'il tire profit de ses médiums parce qu'il était parti en médium, contrairement à Vignales qui était en soft, mais il joue à peu près jeu égal à ce moment-là et quasiment toute la course. Mais là où tu sens quand même que ça va vraiment me faire chier, c'est que Espargaro le passe et après c'est Oliveira qui commence à vouloir lui chipper sa place. Donc tu te dis que ça fait penser à la semaine précédente. Sauf erreur, Quartararo avait déjà eu... alors il avait son problème de pneus, probablement que c'était vrai, mais tu redoutais à chaque tour qu'il perde une place, quoi. On a l'habitude finalement que Quarta joue les premiers rôles, voire la gagne. Et là, le voir se faire malmener, ça pique. Ça pique, ouais. On prend vite l'habitude de voir nos chouchous déglinguer tout le monde. Devant. Et pour le coup, tu vois, c'est marrant parce que j'étais plus attristé par le destin de Quarta que content pour Zarco, alors que j'aurais dû dire quand même Zarco, il est 3 et tout, c'est cool. Bah ouais. Et parce que en fait, on doit. Je sais pas. Ça, c'est moi qui suis pessimiste, mais oui, j'attendais que Quarta défende sa place au championnat, mais ça n'a pas été pour cette fois. Et Marquez, il a un peu des ailes à ce moment-là parce qu'il plante très bien ses dents dans le top case de Mir. Zarco, lui, il résiste, comme on vient d'en parler, il est toujours 3 à Mir, mais le Mir en question, qui à son âge arrive déjà à bien gérer ses courses, monte en puissance, donc on sent que ça va peut-être mal se passer pour Zarco de ce point de vue-là. Et effectivement, au tour 11, Zarco se fait passer. Il y a une rapide baston entre Zarco et Alex Marquez. Là, finalement, c'était peut-être le plus sympa de la course, parce que ça se passe et ça se repasse, et c'est propre. Parce que Marquez, il continue à faire des dépassements à la fois clairs, nets et précis, et pas assassins, ce que je trouve assez appréciable. Et si on veut continuer de faire la marche funèbre au tour 13 qui porte malheur, Dovi est 12 et il est passé par Aleix Espargaro sur Aprilia. Donc là, tu dois gamberger quand même. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est compliqué.
non seulement 12e, mais passer par Aleix Espargaro, bon, bah, voilà, quoi. On verra qu'après, c'est pire. Vignales. Salaud. Non, mais attends, Bradle, quoi. Enfin, Vignales, c'est 7. Et il se fait aussi passer par Paul Espargaro, qui quand même arrive à confirmer sa bonne forme en tombant pas, premièrement, et en passant régulièrement des gros calibres. Hein. Donc les Yam, là, elles se font clairement bolosser, hein, parce qu'on est en train de parler de Vignales et Quarta. Ils peuvent pas tenir la dragée haute quiconque à ce moment-là. Meanwhile, pendant ce temps à Veracruz, Morbidelli et Rinsmir, donc ça je vous les laisse de côté, hein, je vous les emballe, je vous les file à la fin. Tour 14, Quarta gagne une place. Non, mais en fait c'était une blague, c'est parce que Marquez se bourre. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, Quarta gagne une place. Ouais, il y a au virage 2, au funeste virage 2 désormais, il semble victime de son pneu hard ou de son trop gros appétit, peut-être un peu des deux. Et voilà, là où ça a quand même commencé à sentir le sapin pour Quarta, c'est qu'au tour 16, il se fait passer par Oliveira. On voit quand même que la KTM sur la puissance, elle dose fort la Yamaha. Hein. Ça fait presque de la peine. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est le genre de discours que je ne tiens pas d'habitude, parce que Quarta, avec cette même monture, a beaucoup moins de problèmes. Donc je pense qu'il est dans le dur, soit en tant que pilote, soit qu'il y a un problème sur la bécane, parce que on voit pas normalement Quarta en être réduit à se faire niquer en ligne droite, parce qu'il arrive toujours à ses fins, voire à gagner. Bon, nous verrons dans les prochains GP. Hein, peut-être que c'était qu'une passade. Donc là, il est 8. À un moment, Dovi fait 9, hein, donc ce qui est quand même pas mal. Mais il fait 2 erreurs de suite et ça le renvoie 12, juste devant loin. 12 devant son coéquipier Petrucci. On sait qu'ils sont mieux entendus par le passé que maintenant. Bon, ça n'a pas mal tourné, mais bon, c'était un peu la loose pour eux deux. Zarco, lui, il se cramponne bien parce que il est toujours 4e à 6 tours de l'arrivée. Et quand on voit beaucoup d'autres personnes sombrer, ça en dit long sur sa perf. Et Oliveira bolos Vignales, parce qu'à un moment Vignales prend large aussi. Ça avait l'air d'être la maladie à Aragon, les Yamaha qui sous-virent. Je sais pas à quoi c'est dû, mais ils se font passer, mais facile, tu vois. Quand les Yamaha se font déposer, c'est pas en bastonnant, c'est parce qu'ils sont à l'extérieur sur le vibreur, alors qu'il faudrait prendre la corde. On est d'accord que je dis ça, je sais pas faire, hein, mais à la télé, il y a des gars qui sont métier, à l'intérieur et des gars qui sont à l'extérieur. Donc là, ce coup-ci, ça marche pas, quoi. Voilà, disons que c'est leur métier. Bon. On se doute bien que s'ils sont à l'extérieur, c'est pas parce que c'est des gros nuls. À 2 tours de l'arrivée, Paul Espargaro passe Zarco, donc c'est un peu casse-couille, mais 5 c'est pas déshonorable, mais c'est comme c'est une KTM, tu vois ce que je veux dire. Je sais même pas si comme c'est Paul Espargaro, je vois ce que tu veux dire. Et il doit résister à Oliveira de haute lutte, encore une KTM. Et là où on mange son chapeau dans le box de Gigi Dall'Igna, c'est que Bradle talonne les officiels Ducati. À 2 tours de l'arrivée, crève-cœur pour aller chez Espargaro qui va au SAV direct avec son Aprilia. C'est con parce qu'il pour une Aprilia, il faisait une bonne course. Il était dans le top 10, quoi. Ouais, non, parce que quand on voit, tu sais, il y a eu le graphique dans la semaine où il y a 2 semaines des progressions respectives des teams avec des courbes montantes, descendantes, et puis. Ah, c'est Pierre qui fait ça, il aime bien. Et t'as toujours Aprilia qui est en bas, qui est constant. Donc c'était un peu vache, mais bon. Ouais, là, le pauvre. Ah oui, mais c'est vrai. Mais non, c'est vrai. Non, mais je veux dire. Et Aleix, il a le seum, je pense. On finit donc avec en tête Morbidelli, Rins et Mir. Quand même, ce sacré Mir qui termine 12e, enfin qui commence 12e pour terminer 3. Et 3, pas à perpète. Hein. Paul Espargaro, donc 4e, solide 4e, et Zarco non moins solide, parce qu'il a dû quand même ferrailler avec Oliveira, qu'il a coiffé 38 millièmes de seconde sur la
C'est arrivé. C'est pas 38? Non, pas Bezef. Si, c'est ça. Ah, c'est ça. Hein. Donc ouais, c'est quasi, enfin, c'est rien, quoi. C'est strictement rien. C'est rien. Et puis Viñales, finalement, Viñales 7 et Quartararo 8. Quand on voit la physionomie de la course, on peut dire que, et je le dis ça vraiment avec des guillemets, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent pas bien dans l'absolu, mais moi je les aurais déjà vus 16e à force qu'ils galèrent. Mais ils ont réussi quand même à pas complètement se désintégrer. C'est déjà ça, puis c'est déjà ça aussi au championnat, comme on le verra. On verra, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. T'es bien placé pour le savoir, même si on les paye pas assez cher. Et on signale. Ça dépend lesquels. Ouais. Oui, non, mais je parle des musiciens. Des musiciens, pas des espèces de vedettes, n'est-ce pas? Non, et donc, un petit coucou à Pierre, parce que Dovi finit derrière Bradle. Je ne sais pas. Voilà. Et on peut quand même pas dire que c'est la bécane, parce que ce soit Miller ou Zarco, il figure bien. Est-ce que c'est Zarco, c'est pas la même, hein. C'est pas la même, c'est celle de l'année d'avant. Non, Zarco, il a celle de l'an dernier. Autant pour moi. Bon, en tout cas, les officiels. Non, mais non seulement les officiels, quand tu les compares aux autres équipes, bon, ça fait un peu de peine en ce moment, mais au début de l'année, c'était bien mieux. On a quand même vu l'un comme l'autre des équipiers gagner, quoi. Donc bon, on espère. Ouais, là, c'est très compliqué pour Ducati, quoi, parce que à moto comparable, tu vois, Petrucci, il fait que 10e, quoi. Et 10e, c'est quand même derrière les KTM, derrière les 3 KTM, quoi. Et puis pareil, Petrucci, le duo Ducati-Petrucci, ils ont gagné il y a pas longtemps. Enfin, il y a 2 courses, quoi. Ouais, mais sur le mouillé, donc. Oui, certes. Mais bon, voilà, c'est pas exactement des. C'est pas que ça compte pas, mais c'est des conditions particulières. Ça nivelle, effectivement. Le classement, on en parle à la fin ou là. Ouais, vas-y. Et donc au championnat, Mir, qui est su rester sage d'ailleurs, parce que c'est peut-être aussi pour ça qu'il est resté 3, hein, pour pas foutre en l'air son pote, enfin son coéquipier en tout cas, et parce que là il a 137 points devant Quartararo qui a 123 points. C'est pas si loin, ça limite la casse. Viñales 118 points et Morbidelli 112. Donc Morbidelli a devancé Dovi qui a 109 points pour la 4e place. Sachant que tous ceux qu'on vient de citer, hormis Dovi, où là ça devient quand même compliqué. Quoique, il y a 3 points, je dis de la merde. En tout cas, il faudrait qu'il arrive beaucoup de misère à Mir pour qu'un Morbidelli ou un Dovi gagne le championnat, mais écoute. Ouais, ça commence à faire. Oui, en fait, c'est possible, mais bon, en même temps, il y a des configs de résultats qui sont peu probables, voilà. Mais je pense que les 3 premiers peuvent prétendre à la couronne. S'il y a chute. Oui, même à la régulière, tu sais, car si tu en gagnes 3 et que Mir fait 2e à chaque course, Quartararo peut le reprendre. Oui, c'est pareil. C'est voilà. Faire un trick, c'est pas. Ouais, c'est compliqué. Hein. Là, c'est pas facile. Hein. Vu comment les victoires sont distribuées cette année, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Après, oui, comme tu dis, voir Morbidelli revenir, ça me semble compliqué. Non, mais clairement, voir Viñales revenir, ça me ferait chier. oui aussi. Ça, c'est autre chose. Clairement, ouais. Non, mais un Mir Quarta, si Mir fait une course calamiteuse et que Quarta gagne, bon, déjà ça peut remettre à égalité. Donc en fait là on est en train de faire toutes les configs, tout est possible, mais en fait on verra. Il va sûrement pas se passer des cataclysmes de style Bradle gagne et tout, mais bon. Je m'acharne sur ce pauvre homme, mais il doit bien en chier quand même. Ouais, il en chie, mais c'est moins pire qu'il y a pas longtemps. Ouais, non, c'est pour ça que je respecte énormément des gens. C'est l'effet Sam Love, tu vois. Il faut pas dire qu'il est désespéré, enfin que son cas est désespéré. Mais bon, lui, il fait une pige pour remplacer en plus, donc c'est pas comme Rabat, quoi. Ouais, tu vois, je voulais en placer une petite parce que tu vois, avec les 2 grands prix loupés par Rossi, on s'est dit pour le premier GP, c'était sûr que c'était trop tard pour faire venir un Lorenzo, mais pour le deuxième, c'était encore jouable.
Tu lui fais un petit test PCR et puis tu le mets sur la moto et puis tu vois ce que ça donne. Et moi, j'ai été quand même vachement, d'une part, étonné parce que quand tu payes un pilote d'essai, c'est pour faire des essais, mais c'est aussi prévu qu'il remplace les pilotes qui sont pas en capacité de courir. Hein, donc après réglementairement, tu vois, quand il y a des back-to-back comme ça, c'est un petit peu compliqué de faire venir un pilote aussi vite. Mais j'ai été un petit peu surpris, c'est le mot, et déçu parce que clairement, on sait qu'il est pas compétitif et pour moi c'est un refus d'obstacle, quoi. C'est un mec qui sait qu'il va se prendre, qui va refaire des courses comme il faisait chez Honda, et c'est-à-dire à finir à 25 ou 30 secondes des copains. Et clairement, ils ont préféré ne pas l'aligner plutôt que ça. C'est dommage parce qu'il y a au plein cœur de l'été, on était encore en train de parler de Lorenzo, possiblement chez Ducati l'année prochaine avec tout le bazar qu'il y avait dans les transferts. Et 2 mois plus tard, on se rend compte qu'il est même pas souhaité pour remplacer Rossi, quoi. Donc après, ça s'est vu dans les temps à Portimao qu'il y avait un problème de compétitivité, mais moi je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que quand il prend sa retraite l'année dernière, l'origine c'était une retraite, mais quand tu rempiles pour être pilote d'essai et que tu commences à dire je ferais bien 2-3 wildcards et tout, et quand tu vois où on en est 9 mois plus tard, c'est une grosse déception, quoi. Moi j'ai pas compris pourquoi il est pas venu. Ouais, ça fait un peu. On sait pas si c'est lui qui voulait pas, mais j'ai cette impression-là, mais c'est pas une impression, c'est juste comme on sait, comme il est. Voilà. Après, c'est certainement contractuel et dans les accords qui fassent pas des pieds et des mains pour le remplacer. Mais moi, je trouve que quand tu t'engages vis-à-vis d'une marque comme Yamaha à être pilote d'essai, tu sais à quoi ça t'engage et tu y vas. Même si c'est pour passer pour un con. Bradle, il est passé pour un con pendant 4 ou 5 mois, mais au moins là on voit que même s'il est loin, il marque des points. Oui, quand on voit à quel point c'est difficile d'être ne serait-ce que par Calais à cause des temps, Bradle il fait le dos rond, et puis c'est pour ça que quand je dis que c'est la honte pour les Ducati de se faire niquer par Bradle, c'est pas Bradle la personne que je vise, c'est une moto qui est difficilement contrôlable. Je pense que Alex Marquez a dû, je sais pas s'il a pris le mode d'emploi qui était sous la selle laissé par son frangin ou quoi, ou qu'il a pris de la confiance juste. Mais avant qu'il se bourre, en tout cas, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il avait l'air facile. Alors voilà, entre avoir l'air facile et bouffer du gravier, il y a pas loin. Clairement, il est mieux, quoi. Ouais, tu pouvais pas être pire que quand t'es limite dans les points sur les premières courses. Et Le Mans, tu peux te dire c'est un coup de bol parce que la pluie, parce que ceci, parce que cela, mais il faut y être quand même. Et puis la semaine dernière, il a fait une belle course aussi. Et puis il se rassure. Ouais, chuter, ça arrive à tout le monde. Oui, parce que si tu regardes la physionomie de sa course, je radote aussi peut-être, mais c'était super propre. Et remonter des clients comme ça en étant clean, c'est pas facile. On va parler aussi un petit peu quand même de la domination de Morbidelli, parce que il a mené de bout en bout sans être vraiment inquiété. Rins était dans le coup, il n'était pas en capacité d'aller le rechercher, mais il était pas loin derrière, ce qui prouve que d'une part les deux attelages fonctionnent très bien. Morbidelli, il est sur une satellite, ce qui n'est pas le cas de Rins, mais c'est bien. Et puis c'est surtout une belle saison pour Petronas qui a déjà gagné 5 courses, ce qui est, quand tu vois pour une équipe satellite quand même pas rien. Pour une équipe satellite, par ailleurs, avec le turnover de podium qu'il y a, ils font presque figure d'ogre, même si c'est pas vraiment des ogres. Et puis oui, certes, Vignales a gagné une course, mais vis-à-vis des Yamaha officiels, c'est un peu la même qu'entre les Ducati satellites et officiels. Là.
ça peut faire grincer des dents. Mais tant mieux, ça fout des coups de pied dans la fourmilière, voilà. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va forcer à des remises en question aussi. Hein. Ouais, mais c'est pas plus mal à la limite pour nous spectateurs que il y a un peu de justement ce genre de je sais pas comment on pourrait appeler, un soap opéra entre les écuries, c'est cool. Après, on va parler de Quartararo rapidement où. C'est vrai qu'en en fait, il accuse le coup et c'est difficile de savoir parce qu'il y a toujours de la com positive derrière de sa part. S'il a un coup de mou, que ce soit mental ou physique ou la somme des deux, ou s'il y a un problème de bécane, mais ça n'a pas l'air d'être un gros problème de bécane pour Morbidelli, donc peut-être la pression la rattrape, je ne sais pas. C'est ce qu'il a dit un petit peu samedi, dans le sens où il a dit que lui et l'équipe avaient une grosse pression et que c'était difficile. Alors c'est tout à fait normal que ce soit difficile. Ouais. Par contre, c'est pas du tout normal que ce soit à Petronas et à Carta de devoir soutenir tous les espoirs de Yamaha pour le titre. C'est clairement, ouais. Et c'est là où je voulais aussi rebondir sur la déclaration de Viñales quand là, après une course comme ça, il dit ok, on a souffert, mais je suis content, je suis devant Quartararo. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. J'avais pas entendu cette déclaration. Ouais, mais non, mais bon, voilà quoi. Ça fait le mec, ça fait 4 ans qu'il est là. Ça fait 4 ans qu'il est dans une écurie officielle. On a une satellite qui gagne la course. La deuxième satellite, elle est derrière lui et tout ce qu'il trouve à dire, c'est je suis content et tout. J'ai souffert, mais bon, au moins je reprends un point à Quartararo. Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face. Viñales, il fera jamais. Enfin, je dis peut-être une connerie, hein, mais dans l'état actuel des choses, faire des déclarations comme ça quand on descend d'une course comme ça, c'est pas la peine, quoi. Ouais. Enfin, c'est un peu, c'est risible. Ah ouais, c'est risible, mais le problème c'est que d'ici quelques courses, il y aura peut-être des décisions à prendre, notamment, je sais pas, tu vois, quand Rins, dès le samedi, il dit, moi si demain je dois suivre des consignes de course pour aider Mir à être champion du monde, on n'a même pas besoin de lui poser la question pour qu'il le dise. Si demain tu dois dire à Viñales, écoute Coco, ça serait bien que tu tires Quartararo pendant les essais et que si jamais en course il est devant toi, tu le laisses passer. Je pense que ça sera pas la même limonade et que là le jeune homme il sera capable de te dire, écoute, moi j'ai une officielle, lui il a une satellite, je vais pas suivre les consignes. Mais on verra. Enfin là encore, j'ai pas de boule de cristal, donc on va voir quelles circonstances de course ça va nous apporter. Mais le problème de pression. J'excuse pas Quartararo quand il dit ça, mais au bout d'un moment il faudra que les officiels prennent leurs responsabilités et que les satellites soient des satellites, quoi. Je disais ça d'autant plus que quand Quartararo s'est fait devancer par Mir au précédent Grand Prix, je parle au championnat aussi, il avait dit moi c'est pas moi qui ai la pression, c'est les autres, et ça c'est un classique à la Rossi d'essayer de dire que c'est nous on n'a pas de pression, c'est les autres, mais c'est du wishful thinking en fait, et il le sait lui-même en fait. Ouais, mais Viñales, j'ai l'impression qu'il aura jamais la pression, quoi. Que pour lui, après moi le déluge, hein. Moi je suis 4e au championnat, j'ai pas la pression. Bah ouais, Coco, t'es sur une officielle Yamaha, si tu te mets pas la pression un petit peu toi-même, si t'attends que, parce que cette année, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde en l'absence de Marquez. C'était quand même un petit peu, on pensait beaucoup à lui et aussi, beaucoup à Dovi. Pour jouer devant, et là voir Viñales réagir comme ça, c'est pas acceptable, quoi. Si je sais que Pierre raffole des comparaisons, donc c'est comme si à Roland Garros Nadal est éliminé en 8e, quoi. C'est l'année ou jamais. si tu rates, exactement, quoi. Voilà, encore un espagnol, dis-donc. Enfin bon, on va arrêter d'enfoncer Viñales, ce pauvre garçon qui va changer de numéro l'année prochaine encore.
Bah, mais par contre, les Suzuki, toujours encore deux sur le podium. Ouais, ils m'ont impressionné. Et Mir m'a d'autant plus impressionné qu'il a fait une remontée fantastique et qu'il a réussi à pas s'enflammer. Et Rins, ouais, on a connu. Alors, Rins souffrait de sa blessure jusqu'à il y a peu de temps. Hein. Là, ça se passe bien. Donc, on peut penser que le fait qu'il était dans le dur soit dû exclusivement à son physique. Mais je l'ai pas entendu s'en plaindre et geindre. Donc, ça fait partie des gens qui font le boulot et qui font le dos rond. C'est ça. Ça fait partie des gens qui disent pas que c'est le numéro. Ouais. Donc là, ils me sont sympathiques pour des Espagnols. Je plaisante. Non, Mir est quand même. Enfin, quand il était en Moto 2, il était super sympa. Oui, non, mais en fait, je dis ça juste parce que on a une impression qu'il y a une légère domination de l'Espagne, que ce soit en nombre de courses ou en nombre de coureurs super bons. Bah ouais. Bon, on a qu'à être bon. Hein. C'est plutôt que de dire il y en a marre des Espagnols, il y a qu'à être bon. Ce qui essaye un peu de faire la VR46 Team en mettant des gugus à droite à gauche, et ce qui marche aussi. Hein. Ouais, bah c'est une nation qui a le vent en poupe et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Hein. Parce que tu vois toutes les autres catégories, c'était difficile de trouver des podiums la semaine dernière où il n'y avait pas d'Espagnols. Des fois, ils étaient même un triplé. Hein. Ouais, mais bon après, tu vois, à Misano, c'est aussi souvent les Italiens. Ah donc, oui. Bon, c'est deux nations qui sont très fortes dans ce sport-là, quoi. Donc, oui, mais comme on n'est jamais content, on voudrait qu'il y ait du turnover, tu vois. Bah ouais, mais bon. Ouais, c'est comme ça. Un petit mot sur Miller, du coup ? Bah oui, Miller, oui, le chat noir, c'est Binder qui l'a embouti. Donc, sur le constat, Binder a mis que c'était lui qui était en tort. J'ai pas freiné, j'ai pas fait attention. Voilà, j'avais vu un lapin de Garenne dans le bac à sable, j'ai regardé là-bas, je sais pas. Et oui, il prend un long lap pour Valence. Ouais. Donc c'est comme ça. Après, je sais pas, c'est marrant parce que des fois il y a des cartons comme ça, on n'entend pas parler de long lap, donc ça suit aussi la communication dont j'ai parlé en début d'épisode sur la sévérisation. C'est un bien grand mot, mais tu vois, typiquement en début de saison, pour ça, il aurait peut-être pris 3 places sur la grille. Oui, voilà, c'est ça. Et puis là, ils ont dit bon, bah voilà, si vous comprenez pas avec 3 places sur la grille, ben vous allez faire des longs laps, les gars. Vous allez les nettoyer la partie verte. Ouais. Puis voilà. Après, sachant que là, c'était comme c'était dans l'enfer du départ. Je ne dis pas que c'est sévère et qu'il a bien fait son taf parce qu'il a pas, il a fait une connerie si tu veux, mais des cartons dans les 10 premières secondes des Grands Prix, on voyait rarement des sanctions. Ouais, mais là clairement il a oublié un truc. Oui, non, il a oublié un truc. Il a oublié de freiner. Binder, donc bon, bah voilà, ça fait partie. Si tu veux, après, moi ça me gêne pas dans le sens où ça va dans le... Ouais, ça pourrait aider effectivement à ce que que les on va dire au-delà de la 10e place tu sois pas en roulette russe, parce que c'est vrai que si quelqu'un se qualifie mal, il prend toujours le risque de se faire éclater la gueule en première seconde, quoi. Oui, tu vois, typiquement c'est un accrochage que tu peux, j'irais pas comparer à ce qui s'est passé entre Zarco et Dovi il y a quelques courses, parce que c'est pas encore des circonstances similaires. Là, tu peux comprendre qu'il n'y a pas d'erreur de pilotage de la part de Zarco quand il sort Dovi, mais il faut clairement aussi dire aux pilotes que faites gaffe à ce que vous faites et maîtrisez. Enfin, tout le monde sait que les 4-5 premiers virages, c'est compliqué parce qu'il faut que le peloton se mette en place. Donc, faites gaffe. Clairement. Et quand t'as un carton comme ce qui est arrivé entre Zarco et Dovi, t'y peux rien, donc il n'y a pas de sanction. Mais quand vous faites des conneries, il y a une sanction. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc moi, ça me semble cohérent dans l'idée. Puisqu'on a parlé de Zarco, on va quand même parler de sa course. Parce que là, il a quand même fait une très très belle course. Hein. Ouais, il avait pas des enfants de cœur à retenir, et il a eu sa belle passe d'armes avec Oliveira, clean de deux côtés.
Ouais. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant parce que quand il s'est fait passer par Oliveira la première fois, au virage d'après, il reclaque à l'intérieur des familles, t'as l'impression qu'il freine pas. Et tu te dis, wow, c'est faisable ça? Mais pourquoi il le fait pas tout le temps? Ça sentait un peu le mec survolté. En tout cas, c'est l'impression que ça donnait. Et ouais, c'était... pour rester sur ses roues et puis réussir à défendre son steak, chapeau l'artiste. Parce que pareil, on l'entend pas trop. Enfin, tu me diras, il y a toujours une communication un peu en dedans, hein, mais il est propre, sauf ce qu'on lui a reproché sur Morbidelli quand il y a eu le semi. Ouais, voilà. Qui était pas d'ailleurs un attentat en plus. Donc. Il a eu un été compliqué suite à ce problème en course, et je trouve que justement il s'est très bien remis en route, enfin très vite et très bien. Et une course comme celle-là où on voit les officiels Ducati et les satellites, et Pramac en difficulté, lui il s'est pas désuni, il a fait ses qualifs, elles sont pas parfaites mais elles sont quand même plus qu'honorables, puisqu'il est bien sur la grille. Et après il fait une course très très bonne, dans le sens où il est longtemps troisième, il se fait reprendre par des pilotes sur des machines factory, à part Morbidelli donc qui est en satellite et qui est devant, il se fait reprendre par Mir, donc qui est de toute façon en feu à partir d'un certain moment, pas avec Espargaro donc qui est factory KTM, et Oliveira c'est la baston quoi, et c'est très très propre, c'est très très beau, et il s'en sort pour très très peu, mais il s'en sort. Ah non, mais c'est chouette, clairement, pour un beau top 5. Et c'est ce qu'il a dit après en débrief. Lui dit, moi je prépare maintenant l'avenir pour 2021. Il est tracé, c'est clarifié, donc maintenant il prépare 2021. Et ça, je trouve que c'est très très bien de sa part. Après, j'espère qu'il est mis dans de bonnes conditions par Ducati, justement pour bien préparer cette transition. Et ça, vu ce qui se passe, c'est bien. Après, il faut continuer Valence et Portimao pour continuer sur la lancée, quoi. Et c'est bien de le voir dans ces dispositions. Ouais, c'est clair. Pour continuer sur Ducati, pour le coup, Dovizioso, c'est une course très très étrange, où il part loin, il revient pas trop mal puisqu'il se reclasse dans le top 10, et puis après il lâche à nouveau et finir derrière Bradle. C'est tout Ducati qui a souffert sur tout ce week-end, quoi. C'est difficile de comprendre comment en 6-8 mois, ça s'est renversé, quoi. Oui, et puis là, rien que sur la dernière course, quand on l'a vu commencer à remonter, ça aurait pu être les remontées à la Dovi, du style je me fais pas remarquer, et après c'est parti. Maintenant là, c'était pas ça. Il se fait pas remarquer, il remonte jusqu'à un certain point, puis au bout d'un moment, ça redécroche, quoi. Ouais. Un peu les mêmes blagues que quand Quartas faisait avoir, il prend large, ça se voit, en fait, c'est pas qu'il se rate, mais bon, à ce niveau-là, on peut dire qu'il se rate. C'est pas cool pour notre ami, et dont on sait pas d'ailleurs quel avenir il a. Le sait-il lui-même, je ne sais pas. Oui, il le sait pas, mais je pense que ça discute fort en ce moment. Ce qui peut aussi ne pas aider, je sais pas s'il faut tout résumer aussi boule, parce qu'il en a connu d'autres, Dovi. Oui, il en a connu d'autres, notre ami. Ce serait un rookie, pourquoi pas. Typiquement, moi, à la place d'un Alex Marquez, je pense que je porterais une camisole et je serais sous Tranksen, parce que il fait une première année, pouf, Covid, après, tiens, toi, tu te casses, même si il dit à qui veut l'entendre qu'il voit pas ça du tout comme un souci. De toute façon, il n'a pas le choix. Hein, oui, il faut que tu le prennes comme ça vient. Mais c'est assez étrange. Et même si Paul Espargaro fait des étincelles et fait un super boulot sur la KTM, je continue d'être surpris que Honda l'ait signé, mais ça, j'en avais déjà parlé. Et j'espère pour lui qu'il va gazer. J'ai rien du tout contre la personne, Paul Espargaro, mais est-ce qu'il fera mieux qu'un Alex Marquez sur la Honda ? On verra. Ouais, on verra.
toute façon, ça fera partie de l'épisode de présentation de saison prochaine. Ouais. Où je pourrais encore plus dire de trucs où j'y connais rien, parce que le seul truc que je peux dire, c'est on verra. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait partie des choses un petit peu rigolotes pour le début de saison prochaine. Ces espèces de jeux de Bonto, Rossi chez Petronas. Mine de rien, c'était pas forcément un mercato effréné, là où normalement il devait l'être. Mais sur la fin, t'as quand même des trucs bizarres avec Crutchlow qui lorne sur une Aprilia, peut-être Dovi, on sait pas, machin. Ouais, Crutchlow là, physiquement, il est à la peine. Hein. Ouais. Ou même on parle de Dovi chez Aprilia, mais je sais pas qui en parle. Peut-être juste ceux que ça intéresse. Est-ce que c'est crédible? On verra bien. Non. Ça me semble pas crédible cette histoire, mais bon. Dovi, il est parti pour être pilote d'essai avec Wildcard dans une grosse écurie type Yamaha ou Honda. Enfin, Yamaha, j'en ai assez parlé quand on a parlé de Lorenzo, mais on peut imaginer que Dovi ne se défilerait pas, peut-être. Non, mais c'est pas une histoire de se défiler ou pas, c'est juste un problème de compétitivité. Ils ont pris Lorenzo pour avoir un pilote d'essai compétent et rapide, et c'est pas le cas, donc c'est pas la peine. Faut pas s'acharner sur Lorenzo. Enfin voilà, à Portimao, le gars il est pas dans le coup. Quand il y a moyen de prendre le guidon, il y a pas moyen de prendre le guidon. Bon bah voilà. Enfin, je pense que la situation maintenant elle est claire pour tout le monde. Et dès qu'il y a eu une opportunité d'aller taper à la porte, on va pas en revenir, mais il l'a fait. Donc au bout d'un moment, voilà, faut arrêter les dégâts quoi. Enfin, après, on verra, parce que je pense que Lorenzo, il a pas dit son dernier mot non plus. Ah oui. Et dans les conditions actuelles, c'est la loose. Voilà. Mais bon, on va clôturer quand même sur un très bon week-end pour les Tech 3. Donc les deux pilotes dans le top 10, Lecuona 9 et Oliveira 6. C'est très très bien, notamment pour Lecuona, parce que c'était une situation pas facile pour lui quand même de débarquer en MotoGP l'année dernière. Donc il l'a quand même bien appréhendé. Et puis ça avance, ça progresse. Donc ça c'est très très bien. Et franchement faut que ça s'accroche chez les Tech 3. Et déjà ça a très bien payé cette année avec la victoire d'Oliveira. Mais voilà, placer le Lecuona dans le top 10, c'est très chouette quoi. Les deux dans le top 10. Ouais. C'est un beau week-end. Respect. Tu vois, le jour où j'ai appris que Tech 3 ramassait KTM comme bécane, tu sais, à l'époque, KTM, c'était n'importe quoi. Je m'étais dit, waouh, c'est con, parce que c'était une belle équipe, quoi. Mais en fait, voilà, la réalité m'a fait mentir. Les KTM sont compétitives et les pilotes aussi. Enfin, comme quoi, on se trompe. Et oui. Voilà. On clôture rapidement sur le dernier week-end de French Superbike qui s'est couru à Nogaro. Donc en Superbike, c'est Gines sur Yamaha qui est titré après 2 deuxièmes places donc sur le circuit de Nogaro devant Kenny Forêt sur BMW et 3e Valentin Debise sur Kawasaki. Donc 3 marques aux 3 premières places. En Super Sport 600, c'est Stéphane Frossard qui est titré devant Maximilien Beau et Cédric Tangre. En SSP 300, c'est Grégory Carbonel qui est champion de France devant Alexis Boudin et Colin Drahe. Voilà, donc la saison est terminée pour le French Superbike. On retrouvera tout ce petit monde l'année prochaine, donc je sais pas trop encore qui roulera sur quoi, mais on verra si le calendrier aura une tête normale. On verra. Ça on verra. Après, là je pense que compte tenu de la densité, là ça c'est valable pour tous les championnats, qu'ils soient mondiaux ou nationaux. Pour strictement tous les événements qui ont un calendrier, c'est le casse-tête pour tout le monde. La saison a été très très dense. Elle n'est pas finie encore pour les mondiaux. Elle est finie pour les World Superbike et les Superbike nationaux principalement. Et je pense que les pilotes, compte tenu de ce qu'ils ont enchaîné, ils ont bien besoin de souffler. Okay, oui. Et là ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour entrevoir des calendriers l'année prochaine. Mais là déjà va falloir respirer et prendre soin de tout le monde. Mais avec son masque, hein, attention. Oui, c'est ça. Sur ce, Steph, écoute, on se dit à la prochaine. Bah oui, mais on va déprimer. Il va falloir attendre une semaine de plus pour avoir un GP. Il n'y a plus de back-to-back. Mais ouais, 2 Valence jours. Combien de dodo? 14 dodo.
Non, mais donc voilà, on est gâté quand même, faut le dire. Enfin, c'est une année à la gomme, mais d'un point de vue spectateur de Canap, c'est l'orgie, quoi. Il y en a trop des fois. Ouais, presque. Surtout pour celui qui fait le montage. Sur ce, on se retrouve sur Deezer, Spotify, sur toutes vos applis de téléchargement de podcasts, sur Twitter, sur Facebook et sur le channel Discord de C'est qui en pôle. Salut à tous, salut Steph.